je vais essayer de partager mon exposé qui est là, normalement. Voilà. Donc, je pense que tout le monde doit le voir. Voilà. Donc, c'est la crypto-monnaie, une crypto-monnaie au service de l'écomobilité. Donc, c'est un travail très préliminaire qui a été fait conjointement avec Paul-Marie Grollemont, donc, qui vient de parler donc, du LMPP, du laboratoire de mathématiques Blaise Pascal, Pascal Lafourcade, qui est du LIMOS, et Ariane Tichy, qui est du CERDI. Voilà. Donc, je commencerai par faire une introduction et je parlerai des travaux connexes. Alors, ce sera une introduction d'abord sur la blockchain Bitcoin. Je sais que Fabien en a déjà fait une. Je parlerai des travaux connexes, celui qu'on a effectué. J'introduirai la notion de preuve de comportement et une nouvelle crypto-monnaie qui se base dessus avant de conclure. Voilà. Donc, une blockchain ben, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un grand livre de compte où on a une page. Ici, vous voyez qu'on a des blocs. Chacun des blocs sont reliés par des chaînes et vous pouvez imaginer que chaque bloc, eh bien, c'est une page d'un livre de compte. Et une page contient une liste de transactions, donc de transactions comptables, avec, pour simplifier, des débits et des crédits d'un côté. D'accord? Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans la blockchain Bitcoin, c'est que ça permet de stocker les données numériques de façon immuable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que les données seront pérennes, à condition que la technologie reste sûre à l'avenir, et les données sont et seront immuables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données seront infalsifiables, elles seront gravées dans le marbre. Voilà. Mais la technologie, elle permet également d'avoir des données. Donc, c'est une technologie qui est décentralisée au sens où il n'y a pas d'entité centrale. Hein. Quand vous voulez faire un paiement avec votre carte bancaire, bien, vous faites appel à votre banque. Quand vous voulez acheter quelque chose, ben, vous passez par une banque, forcément. Vous faites un paiement par PayPal, ben, PayPal est l'entité centrale auquel vous devez faire confiance pour faire un paiement avec PayPal. Voilà. Donc l'avantage ici de la technologie blockchain, c'est qu'elle est décentralisée. Elle ne se base pas sur une seule entité, mais sur une multitude d'entités. Et c'est également une base de données qui est distribuée au sens où la blockchain, eh bien, il y a une copie de la blockchain qui fait à peu près 300 gigaoctets aujourd'hui, qui est sur le disque dur de chacun des participants à la blockchain. Voilà. Alors, comment se fait le chaînage entre chaque bloc ici? Tout fonctionne grâce à un outil particulier donc, dont Fabien a déjà parlé, qui est une fonction de hachage. Et une fonction de hachage, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, donc c'est une fonction mathématique qui est très facile à calculer, mais extrêmement difficile à inverser. Alors là, vous avez un exemple où vous avez l'image d'un chat là, qui fait 1,21 mégaoctets et qu'on passe dans la moulinette. Voilà, donc Fabien donnait l'exemple du hachoir à viande. Eh bien, cet outil, cette fonction, vous renvoie une chaîne de bits de longueur fixe qui représente n'importe quoi. Voilà. Alors, quand je dis n'importe quoi, ici, la fonction, elle est déterministe. C'est-à-dire que si vous donnez la même entrée, elle vous ressort la même sortie. Voilà. Et vous avez une sortie qui est de taille fixe. Ici, c'est 32 octets. Voilà. Bon. Alors, l'intérêt de cette fonction de hachage, c'est que sa sortie, donc cette chaîne d'octets de longueur fixe, eh bien, elle caractérise l'image qui est en entrée. Elle identifie l'image qui est en entrée. Voilà, c'est un petit peu comme votre ADN. Prenez un brin de votre ADN, eh bien, il vous identifie. Vous prenez votre empreinte digitale, eh bien, il vous identifie, votre empreinte digitale vous identifie de manière unique. Voilà. Et cette fonction de hachage, elle doit satisfaire certaines propriétés. Donc, qui sont, alors c'est des noms peut-être un petit peu barbares, donc c'est la résistance à la préimage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'étant donné votre empreinte digitale, étant donné une empreinte digitale, eh bien, il est difficile de retrouver la personne à laquelle elle appartient. Voilà. Vous avez la résistance à la seconde préimage, donc ce que ça signifie, c'est que vous prenez un bonhomme et son empreinte digitale, eh bien, il sera difficile de trouver un deuxième bonhomme avec la même empreinte digitale. Et vous avez également la résistance aux collisions qui stipule que il est difficile de trouver deux bonhommes avec la même empreinte digitale. Voilà.
Donc, avec cette fonction de hachage, eh bien, vous allez être capable de chaîner chacun de ces blocs. Voilà. Alors maintenant, la question qui se pose dans la blockchain Bitcoin, c'est ben, comment on écrit les blocs. Donc, les personnes, les entités, les personnes qui vont être capables d'écrire dans la blockchain, ce sont les mineurs. D'accord ? Et il y a des tas de mineurs dans le réseau de participants. D'accord ? Et il faut choisir un des mineurs parmi tous ces mineurs. Il faut en choisir un. Et comment on fait ça? Ben, on le fait grâce à une preuve de travail. Et c'est ce qui permet de nous introduire, d'introduire le minage. Alors, le minage ici, qu'est-ce que c'est? Ben, ça s'apparente au minage de l'or. Hein. Donc, le minage d'un bitcoin, le minage, c'est ce qui va permettre au mineur d'être rétribué pour son travail. Mais vous voyez ici, ben, le minage de l'or, c'est un petit peu la même chose. Donc, la différence entre le minage de l'or et le minage de Bitcoin, c'est que le minage de Bitcoin se fait sur Internet. Le minage de l'or, vous devez aller dans une mine ou dans une carrière physique pour aller creuser dans le sol. Donc ici, l'idée du minage de l'or, c'est que vous devez quand même localiser le gisement. Donc, voilà. Et une fois que vous avez localisé le gisement, vous devez creuser pour en sortir le minerai que vous allez que vous allez amener à la raffinerie pour en sortir des lingots d'or. Alors, comment va se faire, comment ça va marcher pour les bitcoins? Donc, on va utiliser une preuve de travail. Voilà, c'est la notion de preuve de travail qui est intéressante. C'est que pour pouvoir gagner des bitcoins, eh bien, le mineur va devoir prouver qu'il a effectué un certain travail. Voilà. Et comment ça marche une preuve de travail? Eh bien, c'est un outil, enfin, c'est un problème mathématique qui est très difficile à résoudre, mais qui par contre est très facile à vérifier. Donc ce problème de minage, c'est la résolution d'un problème mathématique, d'un puzzle, on parle de puzzle cryptographique quelquefois. Voilà. L'idée, c'est que le problème, il est posé par le dernier bloc de la blockchain. C'est-à-dire que le mineur, pour avoir la récompense, pour pouvoir écrire dans la blockchain et avoir la récompense de ces bitcoins, eh bien, il va devoir utiliser le dernier bloc de la blockchain, le bloc des transactions et un nonce. Donc un nonce, ce sera un nombre qu'il va choisir aléatoirement et qui sera la solution de ce problème. Eh bien, ce nonce-là, ce sera une preuve de travail. Il va devoir trouver donc un nonce tel que le hachage de l'ensemble de ces données, donc du dernier bloc, du bloc de transaction et du nonce, eh bien, renvoie une valeur qui est inférieure à un certain seuil. Voilà. Et cette valeur doit contenir un certain nombre de zéros qui fixe la difficulté du problème. C'est-à-dire que plus il y a de zéros ici, de la sortie, ben, plus le problème, plus la solution, la preuve de travail sera difficile à obtenir. Voilà. D'accord ? Alors, comment on fixe le nombre de zéros ici? On le fixe de manière à ce que les mineurs puissent résoudre le problème environ toutes les 10 minutes, en moyenne toutes les 10 minutes. Voilà. Donc, une fois qu'un mineur a réussi ce problème, eh bien, il obtient, alors au jour d'aujourd'hui, il y a 2 ans, c'était 12,5 bitcoins. Maintenant, un mineur est rémunéré 6,25 bitcoins. Voilà. Et un bitcoin, au cours d'aujourd'hui, c'est environ 12 000 euros, il me semble. Voilà. Donc, alors, un autre problème, c'est que si un mineur essaie de résoudre le problème lui tout seul, il n'y arrivera pas. Ses chances de réussite c'est un problème de loterie. Hein. Ses chances de réussite sont, même au cours de toute une vie, il est très peu probable que le mineur puisse résoudre le problème. Donc, ce que fait le mineur, c'est qu'il se met dans une coopérative de mineurs, il met à contribution ses ressources calculatoires, et une fois que dans la coopérative de mineurs, un mineur a trouvé la solution, eh bien, il partage ses biens avec les autres mineurs au prorata des ressources calculatoires qu'il a mis en jeu. Voilà. Alors, donc j'ai dit qu'une solution était trouvée environ toutes les 10 minutes en moyenne, mais ce qui se passe, c'est que quelquefois, il peut y avoir des solutions multiples. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des consensus partiels. Vous voyez ici qu'on a 2 blocs. Ici, vous avez le bloc A qui est chaîné au bloc B, mais qui est également chaîné au bloc B2 parce qu'il y a eu des consensus partiels. Voilà. On peut faire face à ce problème, mais il se trouve que plus le temps avance, eh bien, plus il y a de chances pour qu'une chaîne s'agrandisse plus que l'autre. Et la règle stipule que les mineurs doivent résoudre le problème qui prend en compte le dernier bloc de la chaîne la plus longue.
Donc, plus le temps passe, plus il y a de chances pour qu'une chaîne s'agrandisse. Et les mineurs ont tout intérêt à arrêter leur travail sur un consensus, sur une chaîne qui est plus petite, pour aller travailler sur la chaîne la plus longue. Voilà. Donc, on dit que Bitcoin, la blockchain Bitcoin est capable de transformer un consensus partiel en consensus global. Voilà. Alors, étant donné que le minage, c'est une course entre les mineurs, une course entre les coopératives des mineurs, ben, ce qui se passe, c'est que les mineurs ont tendance à acheter du matériel spécialisé pour résoudre ce problème. Alors, au début de l'ère du Bitcoin, eh bien, les mineurs achetaient des cartes graphiques. Voilà, parce que les cartes graphiques sont douées pour faire du calcul parallèle. Eh bien, ils ont commencé à acheter des cartes graphiques pour pouvoir résoudre plusieurs millions de hachés à la seconde. Voilà. Et puis ensuite est venue l'ère des ASIC, c'est-à-dire qu'on a eu l'avènement de circuits intégrés dédiés au minage de Bitcoin et qui a fait monter le nombre de hashages, le nombre de hachés à, je ne sais plus, plusieurs milliers de milliards de hachés à la seconde, rendant caduque l'intérêt d'utiliser des cartes graphiques. Donc le gros problème de la blockchain Bitcoin, le gros problème de la preuve de travail, c'est que c'est énorme, enfin c'est très énergivore. Donc vous voyez sur cette représentation ici que le Bitcoin consomme davantage d'énergie, beaucoup plus d'énergie que certains pays. Vous voyez que, par exemple, on consomme beaucoup plus d'énergie que la Suisse. Voilà. Un autre problème, c'est que les calculs qu'on effectue pour résoudre ce problème cryptographique, donc pour résoudre cette preuve de travail, eh bien, ces calculs sont complètement inutiles. Voilà. Donc malgré ces défauts, la blockchain a prouvé être utile pour garder une trace des transactions des utilisateurs, mais également, il y a eu un tas d'applications qui ont permis d'inscrire des données, parce que dans les transactions, on peut inscrire les débits et les crédits, mais on peut également inscrire des données supplémentaires. Et on a vu des tas d'applications pour faire de la notarisation, de la certification et du suivi de documents, de la gestion identitaire, des votes et des enchères en ligne sécurisées. Donc, depuis Bitcoin, bien sûr, il y a eu des tas d'autres crypto-monnaies, hein. Par exemple, Ethereum, Peercoin, Dogecoin, hein, pour n'en citer que quelques-unes. Hein. Et toutes ces crypto-monnaies sont classifiées en 4 catégories. Vous avez d'une part les escroqueries, qui sont en fait des crypto-monnaies qui ont été conçues rapidement et qui ne sont pas sécurisées. Donc, leur seul intérêt, c'est de convaincre les gens d'investir en elles. Vous avez les clones du Bitcoin ou de l'Ethereum qui sont dédiés à des usages vraiment particuliers, par exemple PokerCoin pour jouer au poker. Vous avez également des crypto-monnaies comme PrimeCoin, CureCoin, FoldingCoin, dont la particularité est d'avoir une preuve de travail qui sont utiles, c'est-à-dire qui ont un objectif nouveau et utile. Par exemple, vous allez pouvoir résoudre des problèmes mathématiques ou encore résoudre des problèmes de médecine. Par exemple, FoldingCoin permet de faire des simulations sur le pliage des protéines dans le corps humain. Et ça permet, par exemple, de guérir des maladies comme le cancer. Enfin, ça permet de faire avancer les recherches contre le cancer, contre Alzheimer, etc. Et certaines autres on va dire que certaines autres crypto-monnaies se basent sur un autre type de consensus pour éviter les problèmes de Bitcoin, hein, de sa consommation d'énergie. Mais par exemple, il y a la preuve d'enjeu, la preuve d'espace utilisé, la preuve de récupérabilité, la preuve de temps écoulé, etc. Voilà. Alors, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais si vous voulez, on en parlera après. Voilà. Et notre objectif donc, dans ce projet, c'était de proposer une nouvelle crypto-monnaie, EcomoBitcoin, qui se base sur un nouvel algorithme de consensus et qui serve un nouveau but. Ici, l'incitation au comportement écolo. Donc, voilà. Alors, les projets qui se rapprochent un petit peu d'EcomoBitcoin, voilà. Il y a SolarCoin. Donc, SolarCoin, c'est une crypto-monnaie qui encourage l'électricité solaire en récompensant les producteurs. Donc, en fait, les producteurs d'électricité solaire sont récompensés à hauteur d'un solar coin par mégawattheure. Voilà. Un autre projet qui s'appelle Mobicoin, donc une crypto-monnaie Mobicoin qui a été présentée par Mercedes-Benz en 2018 en Espagne,
dont le but, c'est de collecter les données des utilisateurs et de récompenser les conducteurs qui ont une conduite écologique. Voilà. Alors, le problème de ce projet, c'est que aujourd'hui, cette crypto-monnaie, enfin Mobicoin n'est toujours pas utilisée et il y a un manque d'informations sur son statut. On n'a pas de détails, on ne sait pas si le projet est encore en cours ou pas. Voilà. Alors, la différence ici, c'est que dans EcoMobicoin, ce qu'on veut récompenser, c'est deux choses: la mobilité collaborative et la mobilité zéro émission, telle que la marche ou faire du vélo. Alors ici, vous voyez une représentation graphique sur les émissions de gaz à effet de serre pour les modes de transport, pour différents modes de transport pour un trajet domicile-travail de 13 km. Donc, voilà, la source c'est ADEME, calculette éco-déplacement. Et vous voyez que les modes de transport sont classés dans l'ordre croissant des émissions à gaz à effet de serre. Donc, on a d'abord la marche et le vélo qui a zéro émission de gaz à effet de serre. Ensuite, vous avez le train, ensuite le bus, etc., la moto, le covoiturage et la voiture. L'idée ici, c'est que dans cette crypto-monnaie qu'on veut mettre en place, ce qu'on aimerait, c'est récompenser les utilisateurs de façon inversement proportionnelle à leur émission de gaz à effet de serre. Voilà. Alors, l'idée derrière la preuve de comportement, c'est que voilà, on introduit cette notion de preuve de comportement. Donc, au lieu de prouver que nous effectuons des tâches calculatoires très lourdes, comme pour le Bitcoin, eh bien, ce qu'on veut, c'est prouver qu'on effectue des actions positives dans le monde réel. Et ces actions positives vont permettre de générer de la monnaie. Voilà. Alors, quels sont les avantages de la preuve de comportement en remplacement de la preuve de travail? C'est que déjà, il n'y aura pas besoin de matériel spécialisé comme les ASIC ou les GPU pour pouvoir miner. N'importe qui peut choisir le comportement écolaire auquel il souhaite se conformer pour générer une nouvelle pièce et il n'y a pas de gaspillage d'énergie. Voilà. Voilà. Alors, comme pour le Bitcoin, la blockchain EcoMobicoin est décentralisée et tout est écrit et accessible au public. Voilà. Et avec ce nouveau paradigme de preuve de comportement, tout comme Bitcoin, le droit d'écrire dans la blockchain, il sera partagé entre l'utilisateur, le prouveur et le valideur. C'est un travail coopératif entre ces trois entités. Alors, l'utilisateur, évidemment, l'utilisateur qui effectue des transactions, comme acheter de la nourriture ou un service ou n'importe quel autre objet. Voilà. Donc, le prouveur qui réalise une preuve de comportement en faisant de la marche ou en faisant du vélo. Le valideur qui vérifie la validité des preuves de comportement et des transactions. Donc, une fois que tout ceci a été validé, il peut tenter d'écrire dans la blockchain. Voilà. Et un exemple, une idée de consensus qu'il pourrait y avoir, bon, ça reste à étudier, mais on pourrait avoir un consensus qui dit que la chaîne principale, c'est celle qui emmagasine le plus de comportements éco-responsables, par exemple. Voilà. Bon, il reste à revoir quelques détails. Mais... Ensuite, bien sûr, alors on a parlé de blockchain publique, mais il pourrait y avoir d'autres types de blockchain. Donc, déjà, la blockchain publique, c'est-à-dire que tout le monde pourrait être utilisateur, prouveur et valideur à la fois. Voilà. Tout le monde pourrait écrire dans la blockchain. Voilà. Mais il pourrait également s'agir d'une blockchain privée, d'une blockchain de consortium, où la validité des preuves de comportement et des transactions est vérifiée par un consortium de partenaires comme les transports publics, la ville, les industriels. Voilà. Et on peut avoir un mélange entre les deux pour avoir une blockchain hybride où certaines parties des participants, enfin, une partie des participants serait par exemple des industriels et une autre serait le public. Voilà. Par exemple, on pourrait donner un certain poids à la ville et le reste du poids au public. Alors, la principale application donc de la preuve de comportement, c'est la création d'une crypto-monnaie EcoMobicoin qui encourage la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans les transports. Par exemple, en récompensant les modes de transport tels que la marche et pour le vélo. Et pour ces deux modes de transport, eh bien, une preuve de comportement, mais qu'est-ce que c'est? Ce sera une trace, une vraie trace GPS qui est collectée par un simple smartphone. Voilà, qui est collectée et signée par un simple smartphone. Et la signature ici est importante parce que
on veut pouvoir prouver que l'appareil est impliqué, on veut pouvoir prouver que l'appareil n'a pas été impliqué dans plusieurs traces à la fois. Voilà. D'où la signature. Voilà. Et pour d'autres comportements tels que l'utilisation des transports en commun ou encore le covoiturage, eh bien, il nous faut plusieurs traces GPS. Voilà. Plusieurs traces GPS doivent être collectées, vérifiées et comparées pour s'assurer que les personnes ont bien fait du covoiturage ou qu'elles ont bien utilisé les transports en commun. Voilà, pour éviter toute triche. Voilà. Alors en conclusion, le paradigme de la preuve de comportement, c'est un beau paradigme voilà, qui encourage au comportement vertueux en termes de mobilité. Voilà. Il y a de nombreuses applications qui pourraient se baser sur la preuve de comportement, aussi bien que pour la preuve de travail. Hein. On peut faire exactement les mêmes applications de notarisation, de gestion identitaire, etc. Voilà. Mais par contre, pour concrétiser cette nouvelle crypto-monnaie, eh bien, il y a beaucoup de travaux à effectuer. Notamment, on doit développer des algorithmes de reconnaissance de forme efficaces pour pouvoir reconnaître précisément les types de transport, les modes de transport qu'utilisent les utilisateurs. Voilà, on doit pouvoir vérifier que les utilisateurs ne trichent pas. On a également besoin de primitifs cryptographiques adaptés pour pouvoir éviter des attaques, pour pouvoir assurer la vie privée, la protection de la vie privée des gens, notamment pour obtenir une conformité RGPD. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci Kevin. Alors, on a un peu de temps pour des questions, rapidement. Il y avait une première question d'un de nos étudiants, Romain, je t'en prie, tu peux prendre la parole. Merci. La question était, y a-t-il un monopole chinois ou un autre acteur sur le minage du Bitcoin? Alors oui, disons que en fait, en Chine, ce qui se passe, c'est qu'en Chine, l'électricité est très très bon marché. Et donc, la majorité des mineurs se trouvent en Chine. Voilà. Parce que, évidemment, quand on fait du minage, on consomme de l'électricité, ça coûte de l'argent. Et le fait de miner en Chine, eh bien, on minimise ses coûts en électricité et donc on maximise ses gains. Voilà. Et c'est pas des sociétés où c'est leur seul but de faire du minage, des fermes de minage? Leur but, c'est de gagner de l'argent, hein, de gagner des bitcoins. Hein. Voilà. Alors, on se pose la question d'une possibilité d'attaque, parce qu'étant donné que la majorité des ressources sont possédées par les Chinois, une attaque des 51% est envisageable. Voilà. Si la quantité de mineurs en Chine continue à augmenter. Quoi. Du coup, le Bitcoin peut être corrompu par la Chine. Oui, ça pourrait. C'est pas impossible, mais... Très bien, merci. Une autre question de Sébastien. Ouais, je demandais s'il y avait un mécanisme, parce qu'on peut facilement générer des fausses traces GPS. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour effectivement, réaliser c'est un des problèmes sur lequel on travaille, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut inventer des traces GPS. Voilà. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est anonymiser. Notre travail consiste à trouver un moyen d'anonymiser de façon efficace les données. Et donc le problème, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ce moyen d'anonymiser les données, il faut pouvoir prouver que les données initiales, les données originales, et les données transformées sont liées. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir prouver que les données sont transformées, sont bien issues de données originales qui ne sont pas factices. Quoi. Voilà. Ouais, mais du coup, ma question était plus sur la première partie. Comment prouver que les données originales ne sont pas factices? En fait, ça me paraît pas être On doit faire des hypothèses, c'est-à-dire qu'on doit faire l'hypothèse que les données GPS sont authentifiées. Donc, quelque part, on doit faire des hypothèses où on doit supposer qu'on a un chip sécurisé qui authentifie les données qui sont reçues des satellites. Voilà, on doit supposer quelque part, à un moment donné, il faut qu'on suppose que les données sont authentifiées. Voilà. C'est le point de départ. Ok. Parce que, je mentionne ça parce qu'un problème classique, c'est que si tu as des gens qui déploient les capteurs un peu partout à différents endroits, et ils pourraient enregistrer le signal GPS de ces différents endroits, puis souvent il suffit d'envoyer cette information à un téléphone qui est n'importe où, puis s'il l'enregistre et qu'il l'envoie à un service géolocalisé, il peut donner l'impression d'avoir été géolocalisé à un autre endroit. Oui, c'est effectivement, ça c'est un problème. Alors,
Voilà. Après, ce qu'on peut espérer, c'est que les nouveaux systèmes de géolocalisation, là, je me rappelle jamais du nom du nouveau système là, qui a été lancé il n'y a pas très longtemps. J'ai oublié le nom du système. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'à l'avenir, les systèmes de géolocalisation signent et horodatent les données. Voilà. Ouais, mais en fait, ça, je sais pas si ça empêchera cette attaque par relais. Il faudrait presque des. Pascal connaît bien les protocoles de distance banding. Il faudrait presque être capable d'interagir avec des bornes en chemin à qui tu prouves que tu étais dans leur proximité pour. Distance banding protocol, c'est de ça, je sais pas, c'est de Ouais, ça qu'on parle. D'accord. ok, mais je veux pas. Désolé, je posais juste la question. Non, non, mais il n'y a pas de quoi.